En direct du salon Equipoto Porte de Versailles, les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. On est très heureux d'être ici pour fêter les 50 ans d'Equipoto. Un salon assez incroyable et je vous incite à venir ce soir. Vous pouvez encore puisque c'est ouvert jusqu'à 22h autour de cette table. Éric Revel est avec nous. Bonsoir mon cher Éric. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Et nous avons bien entendu Philippe Baudin, le président d'Equipoto. Comment ça va mon cher Philippe? Bonsoir Philippe. Vous les faites pas ces 50 ans hein? Je sais, c'est pas la première fois. Vous faites beaucoup plus. Faut vous méfier, vous n'allez pas avoir affaire à un ingrat. Un ingrat en 2 mots, bien entendu. En tout cas, si vous voulez passer par chez nous, ici à Equipoto, vous êtes bien entendu les bienvenus. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur ce rapport sénatorial qui alerte sur les risques d'effondrement de la filière automobile française, Philippe. Oui, et on vous pose cette question. Les mesures du Sénat peuvent-elles sauver l'industrie automobile française? Eh bien, vous dites non à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi je dis que ces demandes sont souvent des vœux pieux, comme les droits de douane par exemple. La France n'a pas son mot à dire, tout est décidé à Bruxelles. Et comme Madame von der Leyen défend les intérêts allemands, on est mal barré. Et puis vous l'avez certainement vu, la confirmation de Sébastien Lecornu à Matignon marque la volonté de rétablir une continuité dans l'action gouvernementale. Mais est-ce que cette stabilité résistera aux fractures politiques et sociales? Et on vous pose cette question, Sébastien Lecornu confirmé, allons-nous retrouver une stabilité politique? Eh bien le moins qu'on puisse dire c'est que vous n'êtes pas optimiste puisque vous dites non à 91%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi je pense que non, on n'aura pas de stabilité parce que quand le budget va arriver, ça sentira vraiment la censure à mon avis. Allez, les mesures du Sénat peuvent-elles sauver l'industrie automobile française? C'est l'objet de notre grand débat du jour. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Ah, moi, j'adore la bagnole. Moi, j'ai vécu avec ça, j'ai 60 ans, donc voilà, c'est quand même un outil de liberté extraordinaire. Ah oui, j'avoue que j'aime bien ça. Ce qui ne veut pas dire que j'aime polluer, hein, mais j'aime bien la voiture. J'aime la voiture comme une grande majorité des Français. Dans le pays, il faut accompagner les gens, même les plus précaires, à pouvoir acquérir des voitures moins polluantes. Ça s'appelle le principe de réalité. Les vraies voix Sud Radio. Éric Revel, l'automobile, oui exactement, traverse une crise assez profonde et malheureusement, j'imagine qu'elle sera assez durable. Est-ce que l'avenir, est-ce qu'il y a aujourd'hui, on peut réfléchir à des choses et changer le cours de cette descente aux enfers? Écoutez, j'en sais rien. Moi, je porte un message d'espoir, mais en tant que, j'allais dire, conducteur et amoureux de la bagnole. Mais quand je lis, par exemple, ce que disait Luc Châtel, le président de la plateforme automobile, c'était dans le Figaro il y a plusieurs semaines, où il dit c'est minuit moins 2 pour l'avenir du secteur automobile. Xavier Oran, le DG de Mobiliance dans Valeurs Actuelles, qui secrétaire explique général, que la concurrence chinoise est telle aujourd'hui qu'on se demande combien de marques finalement résisteront à l'horizon 5-10 ans, marques européennes, marques françaises. Voilà. Et puis il y a le sujet dont parlait Philippe David tout à l'heure, qui est très important et qui semble sur le point de connaître une reculade. C'est la fameuse fin des moteurs thermiques en 2035, puisque le chancelier allemand fait pression pour dire en gros cette année, cette date est complètement folle. Voilà, mais moi ce qui m'inquiète, mais on va écouter le président, les spécialistes, moi ce qui m'inquiète c'est la montée en puissance des voitures japonaises. Vous savez, il n'y a pas très longtemps j'étais à Strasbourg, j'attendais un taxi et je vois une bagnole incroyable qui arrive et je me dis tiens c'est une nouvelle marque c'est un nouveau modèle de Tesla. Je rentre, je dis au type mais alors qu'est-ce que c'est? Il me dit non monsieur c'est pas une Tesla, c'est une BYD, c'est une chinoise. C'est chinois, hein, pas japonais, oui. Chinois. Et je me suis dit, voilà. Donc, bon. Et puis j'ai en tête le mot de Xavier Rance. 30% du marché mondial aujourd'hui. Qui dit que, en fait, aujourd'hui, les voitures chinoises sont des smartphones avec 4 roues, c'est-à-dire qu'ils savent tout faire. Voilà, c'est ça. Et là, on a, à mon avis, accumulé du retard. Justement, Philippe Baudin, vous êtes le président d'Equipoto, 50 ans, on vient de le dire, c'est un anniversaire. Ouais. Et pourtant, on sent ici qu'ils sont très résilients et surtout très motivés. Ils ne sont pas résilients, il y a une réalité marché. Aujourd'hui, quand on parle de la Chine 2 minutes, il y a 146 constructeurs chinois aujourd'hui. Les 146 constructeurs chinois, l'année dernière, ont fabriqué 30 millions de bagnoles. En 1994, c'était 250 000. La France en fabriquait pas loin de 3,5 millions ou 4 millions. Et on va péniblement faire 1,2 million à la fin de l'année.
Alors ça c'est une réalité, c'est des chiffres. On est, je pense, en train de perdre ce qu'on appelle notre souveraineté industrielle en France, parce que je pense qu'on n'a pas, et ça n'engage que moi ce que je dis, mais on n'a pas assez écouté les industriels et les pros de l'auto. Je donne juste quelques chiffres de l'industrie automobile française aujourd'hui, c'est 350 000 personnes sur 4 000 sites. Exactement. Et donc quand on regarde l'arrivée massive des Chinois, on peut difficilement ne faire que de le constater. Aujourd'hui, ils arrivent à proposer, on est allé en Chine récemment et on a vu des voitures qui sortent à des prix, on va dire entre 10 et 25 000 euros, qui sont proposées en Europe à 45 ou 60 ou 70 000 euros. La voiture, je le répète, ça reste un outil de liberté. Si on demande à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture d'occasion à 15 000 euros, d'en acheter une neuve parce qu'elle est électrique à 40 000, ça va pas passer. Il y a un truc qui marche pas. Bon. D'un autre côté, et j'en finirai là-dessus juste pour le constat, c'est que le parc automobile mondial, c'est 1,5 milliard de bagnoles qui roulent. Il y en a 1,85 qui sont des véhicules 100% électriques. Alors après, je veux bien que 2035, ce soit une échéance. Ceci étant, il y a une réalité. Quand vous regardez tous les gens qui sont réunis aujourd'hui à Équipe Auto, c'est des pros de l'auto. D'abord, c'est un salon professionnel. Il y a une réalité qui fait que les produits qui s'échangent concernent principalement des véhicules à base de thermique. Donc on a du mal aujourd'hui à imaginer que l'électrique serait la solution unique. C'est pas la solution, d'abord c'est une des solutions, on a eu l'occasion de le dire et de le répéter, mais je pense qu'il faudrait que les messages que la profession passe soient un tout petit peu plus entendus et que ce soit plus conforme à la réalité du marché. Moi j'ai envie de dire merci au Sénat de s'intéresser enfin à un sujet pour lequel certains tirent la sonnette d'alarme depuis des années en se faisant, dans nos avis, que ce soit Mobiliance, par exemple, en se faisant traiter de Cassandre, mais c'est vrai que les derniers temps, la priorité c'était de féminiser la devanture du Panthéon, chacun ses priorités. Moi, ce que je trouve absolument dingue, c'est que dans le rapport du Sénat, il y a quand même une réalité que j'ai rappelée, c'est qu'on ne décide pas la politique commerciale. Vous avez d'un côté la Chine, qui a un marché protégé, et alors que nous pratiquons le libre-échange, on a un marché ouvert. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Chine a une monnaie sous-évaluée quand nous avons une monnaie surévaluée. Troisième chose, ils peuvent faire leur marche sur le marché domestique qui fait plus d'1 milliard de consommateurs, près d'1,5 milliard, tant il est gigantesque pour casser les prix à l'exportation. Et quand vous rajoutez en plus qu'ils ont des coûts de production beaucoup plus bas que nous, vous comprenez pourquoi le strike est mauvais, mais pour nous. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant et à Claude Cham de la FIEV qui est avec nous en face. On va lui demander de prendre un micro et on lui posera 2-3 questions. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du salon Équipe Auto Porte de Versailles. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et on est très heureux avec Philippe David d'être ici pour fêter le 50e anniversaire de ce salon Équipe Auto, des équipementiers français. Autour de cette table, Eric Revel est avec nous, journaliste et écrivain. Et puis Philippe Baudin, président d'Équipe Auto. Et on a récupéré Claude Cham, qui est président d'honneur de la FIEV et président de la SAS Équipe Auto. Voilà, c'est ça, il traînait. Il était par là, il cherchait l'allée dans les allées. Non, d'habitude, celui qui traînait, c'était Charles, c'était pas Claude. C'est drôle. Et on va revenir sur ce rapport sénatorial qui Claude, alerte sur le circuit du Nougaro. sur les risques d'effondrement de la filière automobile française avec des premières propositions, le report de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques. Claude, on essaye, mais on n'y croit pas finalement. Si, il faut y croire. Il faut y croire. Ah. Il faut y croire. Oui. Si, il faut y croire. Ça fait maintenant plusieurs années qu'à la FIEV, nous y travaillons avec l'appui d'un certain nombre. Et je salue quand même que là où beaucoup de gens ne pensaient pas que 2035 était une bêtise, on voit quand même que le chancelier allemand vient de faire des déclarations et donc l'Allemagne, l'Italie, si la France appuie ce genre de propositions, je ne dis pas que nous repousserons l'interdiction des véhicules thermiques. D'ailleurs, je pense qu'il faut aller vers une certaine électrification de la mobilité. Vous connaissez ma thèse. La mobilité de demain sera multimodale. Il faudra de l'électrique, il faudra de l'hybridation et il faudra encore des moteurs à combustion interne, dans lesquels d'ailleurs on peut mettre des biocarburants, on peut mettre de l'hydrogène, on peut faire des tas de choses. Ne faisons pas la bêtise d'oublier, de continuer à travailler sur la technologie du moteur à combustion interne parce que les Chinois, eux,
ont décidé de continuer à chercher dessus. Donc si nous voulons rester compétitifs, et cette clause de revoyure qui va arriver, j'espère que la Commission va se ranger à une vision de bon sens, parce que le temps industriel n'est pas le temps politique. Deuxième chose, si je puis finir là-dessus, c'est que vous voyez bien que le marché dont on nous disait que le marché électrique allait partir comme une hyperbole, eh bien aujourd'hui il est flat, et il y a une personne qu'on a oubliée à mon avis dans tout ça, c'est quand même le consommateur, le client, l'utilisateur. Et il démontre qu'il n'est pas si fan que ça de toutes ces idées, qui sont de bonnes idées, mais qui veulent peut-être s'imposer de façon un peu trop rapide. Mais ce qui est fou, c'est comment a-t-on pu prendre une décision comme l'interdiction du moteur thermique, comme ça, d'un seul coup de plume, sans réfléchir aux conséquences, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour l'industrie automobile, bien sûr, que ce soit pour les sous-traitants, que ce soit pour tous les aspects annexes. Parce qu'on oublie quand même une chose, une des premières rentrées d'argent des États, c'est la TIPCE en France, ou l'équivalent, qui sont les taxes sur les carburants. Comment des gens qui, théoriquement, sont la super élite, qui dirigent et prennent les bonnes décisions, ont pu prendre une décision aussi stupide? Si vous avez une réponse, aidez-moi, j'arrive pas à trouver. Philippe Baudin. J'ai une réponse, ça ne va pas forcément être très simple, mais en tous les cas, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les politiques se mettent à écouter les industriels. C'est la base. Faudrait-il toujours parler aux mêmes? C'est ça le problème aussi. Oui, peut-être. Toutes les décisions qui sont prises ne sont pas des mauvaises décisions. Elles ont été prises peut-être avec un recul pas suffisamment important pour comprendre quels étaient les enjeux et quelles étaient les attentes, comme le disait Claude, des consommateurs. Un consommateur aujourd'hui, il a envie de se déplacer du point A au point B. Qu'on lui impose un modèle de mobilité, je trouve ça déjà un petit peu compliqué dans la tête des gens. Après, il faut que le produit soit adapté à son besoin. Et on en vient toujours au même. Malheureusement, les constructeurs aujourd'hui européens proposent des choses qui sont très lointaines de ce que les Asiatiques sont capables de faire arriver sur le marché. Mais est-ce qu'on pense assez européen finalement, Eric Revel? Moi, cette Europe fédérale, si vous voulez, ne m'a jamais convaincu. Je suis plus pour une Europe des nations où chaque... L'Europe qui a le numéro de téléphone d'André Kissinger il y a 51 ans. Voilà, mais j'écoutais Claude Cham tout à l'heure qui disait un truc intéressant. Il disait, voilà, l'avenir, c'est le multimodal. Et puis, il disait, il y a un pilier biocarburant. Parmi les gens qui réfléchissent fort, les élites, je ne sais pas si vous avez vu dans le budget 2026, présenté par Sébastien Lecornu 2, il y a l'alignement fiscal des biocarburants, il y a la fin des avantages pour le 85 l'éthanol et le B100 colza qui vont être alignés sur l'essence et sur le gazole. Voilà. Oui, parmi les élites qui réfléchissent, il y a ce petit codicile dans le budget qui fera plaisir à Claude Cham. Oui, bien sûr. Je connais trop la TICPE, comme vous venez de la rappeler, parce que la TICPE, ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsqu'ils achètent un litre de carburant, ils ont essentiellement des taxes, et on a même inventé un super concept, c'est la TVA sur les taxes. Absolument. Il faut quand même le faire. Mais on avait déjà créé la taxe sur la détaxe il y a quelques années pour les chauffeurs de taxi. Donc, sur les carburants. Ce qu'il faut dire et ajouter, c'est la masse que ça représente. Ça représente 43 milliards d'euros par an qui rentrent dans le budget de l'État. Donc il y a déjà une personne qui travaille au Trésor qui a alerté le gouvernement sur la perte de taxes sur le sujet. Donc je ne suis pas surpris que dans les... c'est écrit, on verra si ça résiste au débat parlementaire, Claude. Mais voilà, on se dit il faut faire du biocarburant, mais on va le taxer pour le mettre au même niveau que le gazole et l'essence. Exactement. Donc ce que je voudrais répondre, c'est par rapport aux deux questions. Allez, il nous reste 20 secondes. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a deux raisons principales. Il ne faut pas pleurer sur le passé. Il y a eu un Dieselgate qui n'a pas arrangé les constructeurs automobiles, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis par ailleurs, tant d'années de dogmes anti-voiture, ça a amené à ce genre de décision extrême. Voilà. Merci beaucoup Claude Cham. Allez tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio.
Et ça a été présenté mardi dernier au Parlement. Le projet de loi de finances 2026, vous en parliez il y a un instant, introduit une baisse des avantages fiscaux accordés aux biocarburants, en particulier le 85. Jérôme Loubert est avec nous. Bonsoir Jérôme, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du développement de Flexfuel Énergie Développement, spécialiste de la dépollution du moteur et des économies de carburant. J'imagine qu'après les montées, les descentes, là c'est encore un coup dur en tout cas pour ce carburant qui est quand même le carburant du pouvoir d'achat. Le carburant du pouvoir d'achat, merci de m'avoir invité pour pouvoir en parler aujourd'hui. C'était une belle surprise, un beau cadeau pour le démarrage d'Equipoto, le jour du lancement, cet article 5 du PLF. On se demande objectivement si on a envie de se saborder économiquement. On parle de moteur thermique aujourd'hui. L'éthanol et le B100 font partie de cet environnement du moteur thermique, mais surtout de la décarbonation du moteur thermique. Donc, c'est important de rappeler quand même que le bioéthanol, c'est quand même totalement écolo aussi. C'est écolo, c'est surtout issu de la filière agricole. Oui. Ce sont nos agriculteurs qui produisent ces betteraves, ce maïs, ce colza qui peuvent être utilisés pour ce blé qui peuvent être utilisés pour l'éthanol, qui ont investi dans cette filière depuis 20 ans maintenant et qu'aujourd'hui à qui on va expliquer qu'il faut changer, probablement se mettre dans les batteries lithium. Est-ce que ça met en danger nos producteurs, nos agriculteurs? Évidemment. Parce qu'on peut avoir malheureusement, notamment avec le Mercosur, de l'alcool de canne à sucre qui pourra arriver à des prix très bas. Mais au-delà de ça, c'est toute une filière. On ne parle pas que d'éthanol. On ne fait pas des betteraves pour faire de l'éthanol. On n'est pas fou au point de se dire qu'on va utiliser des champs pour faire uniquement du carburant. C'est de l'agriculture, c'est de l'agriculture vivrière, c'est du fourrage, c'est du sucre, c'est de l'alcool médical. Donc on met en péril une filière. C'est aussi une filière qui nous a sauvés pour un certain nombre d'entre nous durant le Covid, qui produisait l'alcool, le gel hydroalcoolique. Donc aujourd'hui, cette filière, elle est importante, elle est franco-française, elle permet de favoriser le moteur thermique. Et donc aujourd'hui, le moteur thermique, ce n'est pas que polluant, c'est également des biocarburants. Bon pour la planète et surtout bon pour le pouvoir d'achat des Français. Alors ça, c'est pas entériné, on a encore non, voilà. J'imagine que, en tout cas, les Français vont se bagarrer parce que pour ceux qui se disent, parce que on passe à peu près de quoi, de 0,80 Aujourd'hui, on est à 0,72. Voilà, à 1,20 €, c'est ça 1 € moins cher qu'un samplon 95 aujourd'hui. D'accord. C'est 1 000 € d'économie tous les 20 000 km. C'est extrêmement rentable. Et les Français ne peuvent pas faire leur choix parce qu'on change les règles du jeu tous les 6 mois, tous les ans. Et ils ne peuvent pas envisager des choses, convertir leur véhicule, prendre un choix, une décision pour se projeter dans le véhicule de demain. Alors ce qui est important de dire, c'est que c'est quand même un carburant qui est intéressant, puisque même la gendarmerie aujourd'hui a signé un partenariat sur ce genre de... Il y a un appel d'offres en cours. Un appel d'offres en cours, non mais ce qui veut dire que quelque part, c'est un très intéressant, en tout cas pour les deniers de l'État. Alors là, ce serait étonnant, en effet. Voilà. Équiper l'État et taxer l'État ensuite, ça serait assez surprenant. On n'est plus à une aberration près. Quels sont les recours aujourd'hui ? Les recours aujourd'hui, évidemment, c'est des amendements pour ce projet de loi de finances. C'est sensibiliser le ministre des Transports, M. Tabarot. C'est également sensibiliser les associations. Je pense évidemment à 40 millions d'automobilistes. On est tous concernés. C'est notre pouvoir d'achat. Je rappelle quand même que c'est par là qu'ont commencé les gilets jaunes. Voilà. Et derrière, j'allais dire la lucidité de l'État. C'est-à-dire que quand on parle carburant, ça peut déboucher sur des crises majeures qu'ont été les gilets jaunes. Donc attention à ces sujets, à tous les niveaux, industriels, social, économique, écologique. C'est une mauvaise décision. Et donc on compte sur l'État pour être raisonnable sur ce point et revenir sur cet article 5. On ne transigera pas là-dessus, sinon malheureusement c'est probablement la mort de la filière éthanol. Merci beaucoup Jérôme Lubert, directeur du développement de Flexfuel Énergie Développement, spécialiste de la dépollution moteur et économie de carburant. On vous retrouve bien sûr sur Equipoto. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant et on va vous parler d'un autre métier, le métier de la peinture. Absolument. Avec notre ami Francis Mel et Julien Bauer. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Pour.fr. En direct du salon Equipoto Porte de Versailles, les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David.
Et on est ravis de vous accueillir et on ne répétera jamais assez de fêter ce Happy Birthday to you, Equipoto. Happy Birthday to you, Equipoto. Happy Birthday to you, Equipoto. Happy Birthday to you. Et on les applaudit, bravo Equipoto, bon anniversaire. Voilà, on est très heureux d'être là. Il va falloir faire une chorale. Sud Radio, surtout papa, avec vous. Merci. Pourtant, on dit parfois que j'ai un bel organe, c'est pour ça que... Alors, c'est un peu tôt pour parler de ça, Philippe. Non, je parlais de ma voix, cher ami. En tout cas, nous sommes partenaires d'Equipoto et nous sommes très contents. Éric Revel est avec nous, journaliste et passionné d'automobile, et tant mieux. Philippe Baudin est avec nous, président d'Equipoto. Et puis, Philippe David, bien entendu. Et nous avons des invités puisque nous allons parler peinture, Philippe. Absolument, on va parler peinture automobile parce qu'il y a plein de métiers ici qu'on peut venir découvrir à Equipoto. Porte de Versailles à Paris. Nous sommes en compagnie de Francis Mel, directeur des ventes France, constructeur de PPG France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Francis Mel. Bienvenue Francis Mel et de Julien Boer, responsable technique formation France chez PPG. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Et leader mondial du revêtement. Voilà, c'est important de le dire. D'ailleurs, ça se voit à la tête. Il y en a un qui a plus de revêtements que l'autre. Enfin, l'autre prend le chemin aussi. Hein. Je transmets toute ma solidarité chauve à Francis Mel. Allez, quels sont les besoins en peintre automobile en France et quelles sont les formations pour le devenir ? Alors, les besoins, Julien Boer. Les besoins sont énormes. En tout cas, on assiste à une vraie crise en matière d'expertise et de main-d'œuvre sur ce segment-là. Et les formations sont des formations qu'on a dans des lycées professionnels, dans des CFA, CAP peintre carrossier, bac pro, peintre carrossier, tout à fait. Juste un petit mot, il y a de plus en plus de femmes, parce que c'est intéressant de le dire. Effectivement, on voit de plus en plus de femmes qui sont d'ailleurs très performantes et excellentes pour la presque colorimétrie. Des artistes. Tout à fait, qui ont un œil très averti sur la colorimétrie, la couleur et le cœur de ce métier. Et sur la finition, elles sont beaucoup plus appliquées et donc bien plus performantes aussi. Et je tiens quand même à rappeler que les World Skills, il y a un peintre il a été médaille d'or, je crois. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Voilà, et ça c'est important de le dire aussi. Alors est-ce que la formation est la même pour travailler dans une usine automobile ou chez un carrossier ? Alors non, pas du tout. En usine, les peintures sont appliquées au robot. Et chez un carrossier, les peintures sont appliquées manuellement, donc c'est totalement différent. Et ça nécessite une expertise qui est totalement différente, en tout cas qui est basée sur des gestes et des savoir-faire différents. Alors Francis Mel, on peut le dire, c'est quand même un métier passion, quoi qu'on en pense. Et moi je l'ai découvert en discutant avec les peintres carrosserie. C'est presque une œuvre d'art souvent. Dans bien des cas, vous avez affaire à des gens passionnés, avant tout, de la remise en état et de la colorimétrie. Le résultat est impactant, puisqu'en fait, visuellement, vous devez retrouver intégralement la teinte originale de la voiture. Donc on a besoin réel de formation, d'expertise, et donc l'objet de PPG est l'accompagnement du peintre, avant tout, dans sa démarche, dans les temps de productivité, sur lesquels il est rémunéré dans bien des cas. Avec des produits beaucoup plus éco-responsables aujourd'hui. C'est l'objectif premier de l'entreprise, puisque outre le fait, à un moment donné, de remettre en peinture et de toucher des produits qui sont globalement polluants, nocifs, on préserve avant tout l'environnement du peintre, qui permet, de faire des économies d'énergie pour l'entreprise, de la productivité, et deux, de travailler le CO2 concept, qui est l'expertise de l'analyse des points de CO2 d'émission dans l'entreprise, dans la carrosserie, dans ses postes, et de mesurer la performance afin de réduire les émissions. Il y a un nouvel arrivant chez PPG, c'est Mix & Shake. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais ça n'a rien à voir avec un milkshake, faut-il le rappeler. Tout à fait. Mais ça donne envie quand même. Vous pouvez préciser. D'ailleurs, on vous invite tous à venir sur le stand découvrir cette innovation mondiale qui a été lancée mardi matin pour Equipoto en exclusivité. Mix & Shake est avant tout le support qui permettra pour le peintre, libérer le temps d'une tâche qui est, on va dire, impartie et inutile. C'est-à-dire que mélanger un produit dans un support, dans un réceptacle, n'a pas de valeur ajoutée pour l'entreprise et dans le contrat métier qui les impacte. Donc du coup, Mix & Shake, c'est la préparation automatisée de la teinte qui libère du temps et qui va à un moment donné assurer un mélange constant du produit qui va être appliqué.
Vous voyez, je regardais encore une fois le budget tel qu'il a été présenté hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu II. Alors je parlais des biocarburants tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une fiscalité maintenant qui s'alourdit, mais pour les apprentis, vous parliez des CFA, des bacs pro, vous avez vu que maintenant, en net, un apprenti qui gagnait déjà pas grand-chose va gagner encore moins parce qu'on fiscalise. On fiscalise dans ce budget jusqu'aux rémunérations des apprentis. Comment est-ce que vous voulez encourager cette jeunesse qui a déjà du mal à faire des travaux manuels parce qu'elle est montrée du doigt, si en plus elle n'a pas de logement pour être apprentie en région et qu'on fiscalise sa rémunération? Alors nous on a une réponse. On a des partenariats avec des écoles, le Garac qui est présent ici, le CFA, très grande école, très grande école, très renommée, et un vrai vivier d'experts. Qui sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure. Oui, absolument. Le CFA de la Fédération française de carrosserie. Et on sollicite la fondation PPG pour équiper les écoles avec nos solutions digitales. Vous avez vu ça, c'est quand même inquiétant, enfin c'est quand même délirant. C'est tout à fait anormal. Puisque, je l'ai expliqué, on est en manque de main-d'œuvre qualifiée criante depuis des départs en retraite énormes. Et donc, des jeunes qui arrivent sur le marché, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas l'expertise, et donc qui ne répondent pas aux besoins des réparateurs. Je rebondis sur Philippe Baudin, sur la pluralité des métiers. Sur moi, je rebondis, pas physiquement. Parce que je crois que votre femme est en face. Et elle n'a pas l'air commode. Non, elle est très sympathique. Elle n'est pas prêteuse. Juste dire l'importance de la pluralité de ces métiers dans la filière automobile. En tous les cas, pour Equipauto, c'est encore une fois, il y a deux choses. Il y a le lancement des nouveautés que vient de faire notamment PPG, qui est extrêmement important pour nous. Depuis 50 ans, il y a eu tellement de produits qui ont été présentés sur Equipauto qu'on est très fiers de ça, et des gens comme PPG contribuent évidemment. De notre côté, on a aussi un besoin de passer des messages aux jeunes, et ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils viennent découvrir un marché. C'est comme pour la mobilité, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'ils sont à peine arrivés sur le marché du travail que ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans la formation continue, et là c'est un vrai problème. On en entend parler tous les jours de ce sujet. Quand on entend les gens de PPG dire on est obligé de faire appel à la fondation PPG pour aller contribuer à former des jeunes, c'est hallucinant. Encore une fois, on est en train de marcher sur la tête. Est-ce qu'on peut parler salaire de ces métiers? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est quoi aujourd'hui la grille des salaires? Alors, il y a plusieurs zones et donc des salaires qui sont variables. Forcément, si vous êtes peintre en Ile-de-France, dans la banlieue, dans l'agglomération de Bordeaux, de Lyon, vous arrivez à des salaires qui sont très bien payés. Clairement, des salaires de peintre qui vont jusqu'à 2500, 3000 euros par mois. D'accord. C'est moins vrai, voire plus, c'est vrai, pour rester dans des moyennes, et je ne parle pas effectivement des à côté, en tout cas, dans des zones plus retirées, les salaires sont plus bas, mais on est bien, de par cette rareté, en fait, on a fait en sorte d'avoir des salaires qui sont, on est obligé de s'aligner, en fait. Si je peux juste te dire un truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un problème dans notre profession, c'est le recrutement. Oui. Et lorsque vous rentrez particulièrement sur la carrosserie et la peinture, pour les peintres, enfin les gens qui ont des sociétés de carrosserie et de peinture, c'est un cauchemar pour trouver des collaborateurs. Fou, ça. Ou alors dès que les gens arrivent, évidemment, alors ceux qui sont déjà surqualifiés ou qualifiés, mais vous le vivez tous les jours, sont des gens qui se prennent tous pour Modigliani parce que dès qu'ils ont un coup de patte pour étaler la peinture, ils savent le faire, ils savent se vendre. Mais il y a des jeunes qui arrivent et c'est très compliqué de les recruter et de les former. Donc c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut mettre en tous les cas en point très positif de la part de gens comme PPG, parce que plus on est au contact des jeunes, plus on leur explique qu'il peut y avoir une accessibilité à de très belles carrières dans l'automobile. C'est ce qu'on essaie de faire sur Equipauto. Je pense que tout ça c'est positif, mais il faut qu'au bout, le jeune et l'entrepreneur soient aidés. Et aujourd'hui, il est freiné. Il n'est pas aidé, il est freiné. Francis Bell. Non, mais je rebondissais juste. C'est pour ça que l'important, c'est l'orientation scolaire. C'est-à-dire que quand des enfants ou des jeunes veulent aller tout de suite rentrer dans la vie active, il faut savoir bien les orienter et bien leur montrer les métiers qui existent aujourd'hui et qui sont pérennes. Et c'est ça qui est important. Je pense sincèrement que plus que de la pérennité, il faut impérativement orienter. Pendant des années, on a abandonné cette fonction entre guillemets d'apprentissage. On a voulu faire des bacheliers et la pénurie aujourd'hui, elle est valable aussi bien en mécanique. Elle est très ponctuelle, mais vraiment très 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 accélérée sur la partie carrosserie peinture.
Partant de ce principe-là, aujourd'hui de les encourager avec une digitalisation, avec un environnement propre, avec de la considération, on fait totalement la différence dans l'aspect du métier. D'où la et parfois de la mobilité. Et de la mobilité. Oui. Quand on est directeur des ventes, en général, un salon comme Équipe Auto, c'est pour rencontrer les clients, mais ça permet aussi de recruter, de voir des jeunes qui disent moi je cherche un métier, nous on peut vous former, etc. Julien Bauer. Et évidemment, on rencontre les clients, ça c'est normal. C'est bien entendu, on a tous les acteurs de la filière qui sont présents sur le salon. Le samedi est un moment peut-être un peu plus privilégié pour ça. Et nous, on encourage les jeunes, puisqu'on les forme aussi. Quand je parlais de partenariat avec le Garac, c'est qu'on intervient au Garac, on forme les enseignants et les formateurs du Garac et d'autres écoles, bien sûr. Et donc, on va au contact des jeunes très régulièrement et on les incite à postuler, c'est-à-dire aussi à postuler dans des structures comme les nôtres en tant que fabricant et en tant que distributeur de peinture. Eh bien, merci beaucoup Francis Maël, directeur des ventes France merci pour le segment constructeur au sein de PPG Industrie France, je rappelle, leader mondial des revêtements. Et merci beaucoup Julien Bauer, responsable technique formation France pour PPG. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous voir en peinture. Ça, j'ai pas osé la faire, mais j'aurai ma revanche. Je vais vous en faire d'autres, vous inquiétez pas. Parce que là, vous m'avez mis en poudre, comme c'est de la peinture en poudre. Ouais, pas de survanne, Philippe. Allez, on fait une pause et on revient dans un instant. On est là jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. En direct du salon Équipe Auto, porte de Versailles. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et vous souhaite la bienvenue en direct de Équipe Auto, dont on fête le 50e anniversaire avec toute l'équipe aujourd'hui. Autour de cette table, Eric Revel, qu'on est ravi d'accueillir. Toujours là. C'est un grand plaisir. Vous êtes de tous les déplacements, mon cher Eric. Hein, vous aimez voyager. J'aime la bagnole. J'ai des souvenirs avec Gérard Larousse d'avoir fait le circuit des 24 heures du Mans dans une Porsche 900, je sais pas quoi. Ouais. Et Gérard avait déjà 80 balais, mais il conduisait encore absolument incroyablement. Les yeux fermés, et tout puis, va bien. un peu de quelques spéciales du Monte Carlo. Avec Christian Vella, le journaliste Christian Vella, sur une Visa 1000 pistes. C'est génial, j'adorais. Bon, on n'a pas été loin, mais au bout de la piste. Au bout de la piste. Philippe David, bien entendu aussi, et Philippe Baudin qui est avec nous, qui est le président de ce magnifique salon dont on fête le 50e anniversaire, je vais y arriver, Équipe Auto, sachant que si vous êtes dans le coin, c'est ouvert jusqu'à 22h soir. 23h. 23h. Ah, dis donc. On a poussé les chronos. Ah ouais, c'est bien, j'adore. Avec notre invité, Alex Gelke, est-ce que je le dis bien ? Parfaitement. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes vice-président du groupe ZF pour dire. Présent dans 30 pays, le groupe technologique s'impose comme un acteur mondial de la mobilité durable. Et on va parler de cette belle entreprise, mon cher Philippe. Absolument, grosse entreprise allemande, ZF. Alors, c'est un des principaux constructeurs de boîtes de vitesse. Absolument. Comment ZF s'adapte-t-elle au risque de la fin du moteur thermique en Europe, sachant que les moteurs électriques n'ont pas de boîte de vitesse ? Alors ZF, c'est avant tout une boîte d'ingénieurs. Oui. On a commencé il y a 110 ans, effectivement, avec des roues dentées. On est passé par la boîte de vitesse. Aujourd'hui, on est dans la mobilité électrique aussi. Donc l'entreprise a en permanence travaillé sur tous les défis technologiques et on est prêt pour toutes les étapes suivantes. On est déjà fournisseur de beaucoup de véhicules électriques, y compris hybrides, des véhicules hybrides, y compris des véhicules chinois. Donc véritablement international. Quels sont les objectifs pour une entreprise comme ZF quand elle vient à un salon Équipe Auto ? Faire du relationnel avec ses clients, trouver d'autres clients, chercher des jeunes par exemple pour les former. C'est quoi les objectifs quand on vient dans un beau salon où il y a beaucoup de monde comme Équipe Auto ? Voilà, alors pour nous aujourd'hui, parce qu'on n'est pas suffisamment présent en France. Outre voir Philippe Baudin évidemment, mais ça s'impose. Hein. Non, Philippe absolument, c'est la première personne que je vois le matin. Je prends mon premier café avec lui. Mais non, c'est trouver de nouveaux clients, c'est du relationnel. C'est donner une image à ZF un petit peu moins germanique que celle qu'on a pu donner. Donc moi, je suis depuis 4 mois dans l'entreprise et on a volontairement mis de nouveaux cadres internationaux et non germaniques dans l'entreprise. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour une entreprise comme la vôtre quand on voit effectivement la concurrence, énormément de concurrence sur ce secteur ? J'imagine aussi quelque chose un peu d'innovation aussi ? Il y a beaucoup d'innovation, il y a énormément de nouvelles pièces, on sort 12 000 références par an, ça en fait quand même 48 par jour.
Donc c'est une grosse machine à sortir des pièces, mais c'est aussi beaucoup de solutions technologiques. On a gagné hier le prix de l'innovation digitale. On investit dans le digital, on investit dans toutes les solutions qui peuvent aider à garder la mobilité active et à un prix accessible. En tout cas, vous êtes ici jusqu'à 23h ce soir et vous avez un stand ici. Donc merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, et si j'étais ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Si j'étais ministre et si vous étiez ministre de l'alternance, vous en avez touché un mot tout à l'heure, Éric Revel, le décret du 22 février 2025 modifie donc le montant de l'aide à l'embauche et des apprentis. Et on parlait il y a quelques instants, puisque Thierry Thiolon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes responsable du service entreprise de l'école GARAC, qui est l'école nationale des professions de l'automobile. Donc je vais vous appeler monsieur le ministre. Si vous étiez monsieur le ministre, quelle serait, selon vous, la première mesure que vous mettriez en place ce jour de nomination pour vous ? Moi, ça serait de maintenir, je dirais, la dynamique de l'apprentissage qui a été mis en place depuis 2018 et donc de maintenir les aides pour les entreprises. Parce que si je vois au niveau du GARAC, aujourd'hui, le taux d'insertion au niveau de l'apprentissage, je parle, parce que nous avons un lycée privé aussi, mais au niveau de l'apprentissage, 98% de taux d'insertion en fin de cursus. Éric Revel, vous voulez réagir sur l'apprentissage que vous en avez parlé ? Oui, je réagissais parce que je rappelais parmi les mesures fiscales, je rappelle que ce budget 2026 concocté par Le Cornu Sébastien II, c'est 14 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. C'est 14 milliards d'impôts supplémentaires. Et il y a notamment une fiscalisation qui va toucher directement les apprentis. Donc on était tout content il y a quelques mois, il y a quelques années de se dire ça y est, on a démarré sur l'apprentissage, on rattrape les Allemands, voilà. Et aujourd'hui on s'aperçoit que en fait ce budget-là favorise pas l'apprentissage, alors qu'on a besoin d'apprentis, notamment dans le secteur automobile, et des apprentis qui sont déjà en face d'autres problèmes. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes apprenti, vous avez besoin de passer souvent votre permis de conduire. Ça tombe mal parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs pour faire passer les permis de conduire en ce moment. Ils ont manifesté il y a 15 jours. Absolument. Vous avez besoin d'un logement. Ça tombe mal parce que souvent, les apprentis sont logés extrêmement loin et à des coûts élevés. Et là, dans le budget 2026, on en rajoute une louche, si j'ose dire, et on fiscalise un peu plus, notamment la rémunération nette des apprentis qui va tomber. Je trouve ça dingue. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Philippe Baudin, certains alternants ne pourront pas avoir d'école, enfin ne pourront pas se payer peut-être d'école. En résumé, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime bien la première mesure du nouveau ministre. Elle me va bien. Mais en tous les cas, oui, c'est le risque. On le disait tout à l'heure, et je pense que le GARAC est aussi un acteur important pour nous au niveau du salon, parce que d'abord il forme des centaines, pour pas dire des milliers de jeunes tous les ans. Ils leur font goûter à la profession. Il y a des gens qui sortent de cette école avec des véritables intentions pour trouver des jobs, et c'est compliqué pour eux. Donc on est toujours en boucle sur le même sujet. Pourquoi aller fiscaliser, pourquoi aller freiner quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui fonctionne. Voilà. Là, encore une fois, je trouve que c'est dommage parce qu'on a beaucoup de jeunes. J'en vois souvent et je passe du temps aussi avec les jeunes parce que c'est important de leur passer les bons messages. La première question qui leur vient, c'est maintenant je sors de l'école, il faut que je trouve un job. Ou là, il faut que je poursuive ma formation. Et là, encore une fois, il y a quelques petites contraintes qui font que, donc c'est juste dommage. Voilà. Merci en tout cas, monsieur le ministre. Vous étiez, avant d'être ministre, non, je présente, vous représentez, vous êtes responsable du service entreprise École nationale des professions de l'automobile. Ça s'appelle GARAC. Et je vous incite à regarder sur leur site internet parce qu'il y a plein de métiers fascinants. Merci beaucoup, Philippe Baudin, d'avoir passé cette heure avec nous. Je vous en prie, c'est un vrai plaisir. Dans quelques instants, Aurélie Jouve sera avec nous, directrice générale de Équipe Auto. Et puis le coup de gueule de Philippe David. Alors, mon coup de gueule, ça va parler d'automobile, vous en doutez, automobile. Le gouvernement a encore trouvé une nouvelle astuce pour nous faire les poches. Allez, et tout de suite, Thomas Binet. Oui, là je l'ai. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit,
pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, on a beaucoup parlé du système des retraites ces dernières semaines pour mieux s'y préparer. Et parmi les solutions proposées, vous avez le fameux PER, le plan épargne retraite, qui se distingue comme un outil clé. Alors avec ses avantages fiscaux intéressants, il séduit déjà quand même plus de 11 millions de Français. Réduire ses impôts tout en préparant sa retraite, c'est la promesse du fameux PER. Mais attention, comment en profiter pleinement sans mauvaise surprise, Catherine? Alors, le PER, c'est un outil d'épargne pour sa retraite et c'est aussi un outil fiscal puisque chaque versement peut, si vous le souhaitez, être déduit de vos revenus en respectant certains plafonds. Le résultat, c'est une baisse immédiate de votre impôt sur le revenu. Mais attention, l'avantage fiscal d'aujourd'hui implique une fiscalité demain, au moment où vous allez récupérer votre capital une fois la retraite. Bien sûr. Il y a quand même la très grande majorité des détenteurs du PER qui choisissent l'avantage fiscal à l'entrée. Est-ce la meilleure option ? En fait, tout dépend de votre situation. L'indicateur clé qu'il faut prendre en compte, c'est le taux marginal d'imposition. Si vous êtes dans une tranche élevée, à 30% et plus, et que vous prévoyez une baisse de vos revenus une fois la retraite, ce qui sincèrement sera le cas, vu le taux de remplacement aujourd'hui, alors la déduction à l'entrée devient avantageuse. Et en plus, ça va vous permettre de faire fructifier les sommes que vous aurez économisées grâce à la réduction d'impôt, de les faire fructifier sur la durée. Alors vous avez parlé de tout remplacement. Rappelons quand même que c'est le rapport entre notre première pension de retraite et son dernier salaire d'activité. On est bien d'accord. Tout à fait. Alors vous avez un exemple chiffré sur l'impact fiscal que ça produit ? Alors, on va prendre un exemple. Si vous investissez 5 000 € sur un plan épargne retraite chaque année, et que vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 30%, on va d'abord regarder les 5 000 € investis. Si on prend un taux prudent à 3%, un rendement de 3%, au bout de 10 ans, vous aurez un capital d'environ 65 000 €. Vous avez donc une économie d'impôt de 30%, donc 1 500 € chaque année. On va imaginer que ces 1 500 €, vous allez les investir aussi tous les ans. Encore une fois, on va prendre un taux prudent à 3%. Au bout de 10 ans, vous aurez, en plus de votre capital, les 65 000 €, vous aurez 20 000 € supplémentaires. Donc, c'est vraiment pas neutre. Non, c'est pas neutre, comme vous le dites. Alors, mais vous serez fiscalisé quand même à la sortie, du coup ? Oui, tout à fait. Mais vous serez fiscalisé au taux qui sera le vôtre une fois la retraite. Donc, si vos revenus ont baissé, votre taux marginal devrait baisser également. Donc, vous êtes gagnant. Et pour optimiser la fiscalité à la sortie, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire des sorties fractionnées plutôt que de tout retirer d'un coup. Ça va vous permettre en fait de lisser l'impact fiscal et surtout, les sommes qui restent investies sur le PER continuent de fructifier. Alors, restons un instant quand même sur le cas où il est intéressant de défiscaliser à l'entrée. Vous avez évoqué des plafonds pour la déductibilité. Quels sont-ils ? En fait, vous pouvez déduire de vos revenus jusqu'à 10% de vos revenus de l'année précédente. Et sans pouvoir dépasser un montant qui est fixé chaque année en fonction du plafond de la sécurité sociale. Bref, pour 2025, c'est un peu plus de 37 000 €. Et pour les travailleurs non salariés, il y a une majoration de ce plafond. Ensuite, il y a 3 subtilités à connaître. La première, c'est que ces plafonds de déduction sont mutualisables entre conjoints ou partenaires de PACS. Donc c'est important quand vous avez des revenus qui sont très différents au sein du couple. La deuxième subtilité à connaître, c'est que les plafonds non utilisés peuvent être reportés jusqu'à 3 ans. Donc ça va être utile pour tous ceux qui ont des revenus qui varient fortement d'une année à l'autre. Et le troisième avantage, j'en ai un troisième, le troisième qu'il faut connaître, c'est que ces avantages fiscaux ne rentrent pas dans le plafonnement des niches fiscales. Et ça, c'est important de le savoir pour les foyers très imposés, puisqu'on va pouvoir cumuler cet avantage fiscal avec d'autres réductions d'impôts. Alors si je résume sous votre contrôle, Catherine, le PER, le plan d'épargne retraite, est un outil d'épargne pour se constituer un capital pour la retraite assorti d'avantages fiscaux potentiellement très intéressants ? Exactement. Alors, comme toujours, il faut le manipuler selon la situation de chacun. Bien sûr. Et quand il y a un avantage fiscal, il y a toujours une contrepartie. Là, c'est le fait que l'argent va être bloqué jusqu'à votre retraite. Donc, il faut avoir cette capacité à bloquer son argent jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel de sortie. Merci Catherine pour votre éclairage sur le PER. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Ose Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine.
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du salon Equipoto Porte de Versailles. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et nous sommes ici très bien accueillis avec Philippe David pour fêter ses 50 ans du salon Equipoto Porte de Versailles à Paris, ouvert ce soir, je le rappelle, jusqu'à 23h. Donc vous pouvez faire demi-tour et non pas sur l'autoroute, mais bien entendu, et venir nous rejoindre. Ce sera un grand plaisir avec notre ami Éric Revel qui est là. Cécile, oui, Philippe. Et nous avons vendu Philippe Baudin contre Aurélie Jouve, qui est la directrice générale d'Equipoto. Merci d'être là avec nous, Aurélie. Bonsoir. Avant le coup de gueule de Philippe David, un petit mot, réussite totale, puisque je vois que dans tous les sens, il y a un monde de les dingue. allées sont pleines. Exactement. Oui, alors avant de déclarer que c'est une réussite, nous on a toujours tendance à dire on attend le dernier jour. Ouais. Mais pour le moment, à mi-parcours, à mi-chemin, enfin on a fait déjà 3 jours et 3 belles journées. Avec vraiment une très très belle journée aujourd'hui, mais surtout les allées sont pleines, la quantité est là, mais la qualité surtout est au rendez-vous. On est un salon professionnel et ce qui compte pour nous, c'est qu'on est des acheteurs, des décideurs, et nos clients nous disent qu'a priori ils ont rencontré leurs clients et ils ont fait des affaires. Voilà. Ah ben voilà, en tout cas, la messe est dite comme on dit, et tout de suite, faut bien. Il y a toujours un qui râle, hein. C'est toujours le même, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 12e arrondissement de Paris. Pourquoi le 12e arrondissement de Paris ? Parce que c'est dans cet arrondissement, en bord de Seine, que se trouve le ministère des Finances qui, s'il existait un prix Nobel fortement rémunéré pour inventer de nouveaux impôts, pourrait racheter d'un seul coup les 3 400 milliards de dettes de la France, rien qu'avec sa créativité en termes d'impôts visant les automobilistes. Ainsi, le 1er janvier 2026 va entrer en vigueur le malus écologique pour les voitures d'occasion. Vous avez bien entendu, le malus écologique qui peut être confiscatoire, puisqu'il peut atteindre la somme pharaonique de 70 000 € ne sera plus réservé aux véhicules neufs, mais également aux véhicules d'occasion qui pèsent plus de 1800 kg ou qui émettent plus de 131 grammes de CO2 par kilomètre. Cette nouvelle taxe concernant les véhicules immatriculés après le 1er janvier 2015 qui n'ont pas payé le malus écologique. Dès lors, plusieurs questions se posent. Comment le malus va-t-il être calculé et, lors d'une vente entre particuliers, comment sera-t-il perçu ? Lors de l'établissement de la nouvelle carte grise ? Bref, une nouvelle usine à gaz quand on apprend que ce malus ne dépendra pas du barème 2026, mais de celui en vigueur l'année de première immatriculation du véhicule et qu'un abattement dégressif sera appliqué en fonction de l'âge. Plus le véhicule est ancien, plus la taxe sera réduite. On attend avec impatience le nouveau barème que vont nous pondre les technocrates de Bercy. Mais le pire dans tout ça est l'appellation utilisée, malus rétroactif, car rappelons qu'une loi rétroactive est toujours une loi scélérate. Le summum de l'intelligence est que cette taxe va frapper des véhicules d'occasion très majoritairement européens, puisqu'il s'agit des SUV et des grosses berlines, et que, selon son montant, il sera peut-être plus intéressant d'acheter un véhicule chinois neuf. Mais si la France était gérée sur des critères d'efficacité et de cohérence économique, ça se saurait. Aurélie Jouve, quand on voit encore une mesure pour nous attaquer au porte-monnaie. On ne s'arrête plus. Ouais. Il y en a un petit peu trop. Et d'ailleurs, tout l'écosystème, que ce soit l'amont, l'aval, subit un petit peu tous ces aléas politiques qui perturbent énormément la filière. Donc on espère un jour que les choses vont changer. On attend beaucoup de nouvelles là, de la part notamment de la Commission européenne, qui est censée faire quelques annonces sur la clause de revoyure. Mais c'est vrai que là, comme on dit, le millefeuille devient un peu trop chargé. C'est un 10 millefeuille là. Éric Revel. Ouais. Ah, il va râler. Un malus rétroactif. Non, j'invente rien. Non, mais je vous crois. Mais attendez, moi je vais vous dire une chose définitive. Je vais synthétiser ma pensée pour pas montrer trop ma colère. Je préfère définitivement l'intelligence artificielle
à la bêtise naturelle des petits hommes gris de Bercy. Voilà. Tac. Fini. Non mais franchement, Éric Revel. En plus, je suis concerné là. Je viens d'apprendre un truc. Je suis concerné. Ah ouais. Moi, j'ai un SUV qui date un peu. Donc en plus, non mais c'est. Non, mais il y en a ras-le-bol de ce pays. Franchement, je vais pas sombrer dans le populisme, mais c'est nul. On s'adresse toujours ils nous emmerdent. À tous ces gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, donc on s'adresse encore toujours aux mêmes. Mais bien sûr. Mais c'est ça. Et le pire, c'est que ça va... Parce que là, qui va être taxé avec des SUV et des berlines depuis 2015 ? Il n'y avait pas de voiture chinoise en 2015, 16, 17. Ça va être donc des berlines européennes. Et vous allez peut-être vous dire, tiens, plutôt que d'acheter une voiture d'occasion européenne, je vais aller acheter un véhicule chinois neuf. Ce qui est vraiment très bien pour le déficit commercial. La France a un excédent commercial pharaonique. Il faudrait que les petits hommes gris de Bercy se parlent entre eux. Vous voyez, qu'ils ouvrent la porte du bureau d'en face. Parce qu'en même temps qu'on apprend qu'il va y avoir un malus rétroactif, on apprend qu'il y a une fiscalité contraignante maintenant sur les biocarburants. Oui, vous voyez, non, mais les gens sont dingues. Ce pays est dingue. Voilà. Oui. En fait, il faut osciller entre différentes choses et finalement, on se fait toujours avoir, quoi qu'il en soit. Oui. Bon, allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec la question du soir, la confirmation de Sébastien Lecornu à Matignon. Est-ce en tout cas une stabilité annoncée pour le gouvernement, en tout cas pour la France? On en parle dans un instant. Pour le moment, vous dites non à 91%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour moi, la censure, c'était pas ce matin, mais ce sera très bientôt. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. En direct du salon Équipe-Auto, porte de Versailles. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et nous sommes jusqu'à 20h en direct d'Équipe Auto pour souhaiter ce bel anniversaire, 50 ans. Et on dit que l'automobile, c'est un truc de garçon, mais pas du tout, Regardez, moi j'adore ça. Oui. Et avec Aurélie Jouve, qui est directrice générale d'Équipe Auto, ça y est, nous sommes en parité grâce à vous, Aurélie, sur ce plateau. On est à bon équilibre là. Voilà, c'est ça. Et vous n'avez qu'à vous tenir tranquillement, monsieur Éric Revel et monsieur Philippe David. Je ne sais pas ce qui vous permet de m'appeler monsieur. Mais je ne moufte pas, je ne l'ouvre pas. Je regarde le capot, je lève le capot de ma bagnole et je regarde le moteur. Je ne bouge pas. Mettez bien votre ceinture parce que ça va décoiffer. Allez, on va revenir sur... Non, ça va pas décoiffer. Oui, pour vous, je ne peux plus rien faire, Philippe. On va revenir sur la confirmation de Sébastien Lecornu à Matignon et de savoir si on va éventuellement avoir une stabilité avec cette question du jour, Philippe. Oui, Sébastien Lecornu confirmé. Allons-nous retrouver une stabilité politique? Eh bien, vous dites encore et toujours non à 91%. Eh bien écoutez, moi je pense que non, la censure, c'est pour avant la fin de l'année, je mets un petit pari dessus. Allez, tout de suite la question du soir. Vous savez, la France va mal, la France est en crise. Alors pour la sauver, grande idée, j'ai décidé de remanier le gouvernement. Vincent l'a déjà fait. Et puis là, on va le faire mieux. Je censurerai tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution. Je constate que quelques rats quittent le navire. À un moment donné, les Français vont finir par le voir. Oui, mais voilà, les Français... Gabriel Attal, c'est la création d'Emmanuel Macron. Ah oui, ah oui, ah oui. Sans lui, il n'est rien. Mensonge, manipulation, inversion accusatoire, trahison. On n'est pas une station de prêt-à-porter, mais le président de la République est habillé pour l'hiver. Les vraies voix Sud Radio. Et on remercie Marie, notre réalisatrice en direct de Sud Radio, bien entendu, pour ce talent. Avec vous, Aurélie Jouve, forcément l'instabilité politique pour les acteurs aujourd'hui, en tout cas la filière française, ça devient très compliqué en matière de stratégie, d'anticipation. Ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Est-ce qu'on en parle ici sur ce salon d'Équipe Auto ? On en parle forcément et c'est bien dommage parce qu'on voit là que contrairement à ce qu'on peut penser, la filière automobile est bien présente et bien dynamique. Je rappelle juste quelques chiffres en fait sur cette filière aval dont on parle en fait. Ce milieu de l'après-vente automobile et des services, c'est plus de 500 000 emplois en France, 180 000 entreprises, des emplois non délocalisables. Ça aussi c'est très important, ce qui n'est pas forcément le cas de la partie industrielle malheureusement. Donc on voit que ça fourmille d'innovation. Donc ça veut dire des stratégies à long terme avec des investissements colossaux et forcément cette instabilité politique elle crée aussi beaucoup d'attentisme, de flou et elle coûte cher surtout parce que ça veut dire pédaler, rétro-pédaler, revenir sur des décisions stratégiques qui auraient pu être prises. Donc tout ça crée beaucoup de flou, beaucoup d'angoisse aussi. Beaucoup d'angoisse pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise.
Donc oui, il est temps que les choses puissent un petit peu se mettre en place et devenir un peu plus visibles. Je me tourne vers le grand économiste Éric Revel. Deux choses, vous, la voiture et l'économie, forcément c'est un peu votre dada si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises passent outre ou finalement elles naviguent à vue? Non, mais non, elles ne passent pas outre du tout. Alors ce qui est vrai pour le secteur automobile, qui à mon avis est quand même devant une inquiétude majeure. C'est-à-dire, vous avez raison de dire qu'il y a un certain nombre d'emplois de la filière qui ne sont pas délocalisables, mais dès l'instant où les chaînes de production de voitures vont être ailleurs, alors il va y avoir un sujet pour les jobs qui sont non délocalisables. Parce que si vous avez moins de voitures à peindre, à chausser, à réparer, par définition, ça va être compliqué. Moi, sur le fond, je pense... Allez-y, Aurélie. Non, oui. Mais on a quand même un parc roulant de plus de 40 millions de véhicules, avec un âge moyen du véhicule qui ne fait qu'augmenter. Donc il faut s'en occuper. Il faut les réparer, il faut décarboner, parce que ça c'est une réalité. Donc pour le moment, on est loin d'avoir une réduction, je pense, des emplois sur ce segment-là en tout cas. Mais juste, Cécile, pour répondre plus complètement, il y a le secteur automobile dont on parle là, mais tous les secteurs sont un peu à l'arrêt, puisque quand vous n'avez pas de stabilité politique, vous investissez pas. Si vous investissez pas, vous participez pas à la croissance économique. Et si la croissance économique s'étiole, c'est les emplois qui se cassent la figure. Surtout que les autres avancent pendant que nous, on stagne. Ça, c'est important aussi, Philippe. Non, mais je crois sur le fond et en l'occurrence, la Chine. Ça va difficilement tenir. Alors aujourd'hui, on ne s'est pas passé à 18 voix, donc 9 députés. Si 9 députés avaient changé leur vote, on était match nul. Vous voyez ce que je veux dire? Et à 10, le gouvernement était renversé. Moi, je crois que la question, ça ne peut pas tenir parce que déjà, la suspension de la réforme des retraites, comment est-ce qu'on fait pour la suspendre? Et puis question, pour faire un dossier de retraite, ça prend 6 mois. Les personnes font leur dossier pour partir en retraite, on prend quelle réforme? L'actuelle, celle suspendue, celle d'avant telle année, celle qui tombera après? C'est ingérable. Mais je pense à la filière automobile, parce que là on est sur équipe auto, Éric Revel, mais je pense à toutes les entreprises qui aujourd'hui se disent, et je pense aux DRH, aux ressources humaines, de se dire, est-ce qu'ils partent en retraite, est-ce qu'ils partent pas, est-ce qu'il faut les remplacer, et ça va être un vrai sujet aussi. Non, bien sûr, vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a une espèce de casse-tête administrato, politico, économico qui désespère les Français. Puis quand même un petit chiffre qu'il faut avoir en tête. Moi, je suis plutôt là pour... j'aime l'optimisme. On a plein d'atouts dans ce pays, il faut jamais cesser de le répéter. Mais un petit chiffre, vous avez eu pratiquement 7000 faillites d'entreprises au mois de septembre de faillites, en France. Mois après mois. Record depuis 2009. Et c'était la suite de la crise des subprimes. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a quand même voilà. Et n'oublions jamais que ce sont les PME et les TPE qui font l'emploi dans ce pays. Les PME et les TPE, c'est pas les grands groupes du CAC 40. Donc voilà, tout ça, c'est comme des signaux d'alarme. Bon, restons positifs, mais vous avez raison, Cécile, on est quand même dans une sorte d'impasse. Est-ce qu'il aurait fallu aujourd'hui la dissolution, Éric Revel, pour remettre tout à plat et se dire arrêtons de tirer sur la... Si vous voulez, la dissolution, d'abord, les 2 motions de censure dont parlait Philippe David, qui ont été repoussées, celle du RN et celle du LFI, il faut voir quand même le peu de participation. Il y avait beaucoup de députés qui avaient piscine. Ils avaient piscine, Courage Fillon. Assemblée nationale vide. Oui, je crois qu'il y a la deuxième, il y a que 25% de députés qui ont voté. Donc ça veut dire que les autres, ils n'ont pas voulu, voilà. Mais en fait, ils défendent leur job, les députés. Donc la dissolution, eux, la plupart ne la voulaient pas. Mais c'est parce qu'on leur demande. Mais bien sûr, c'est parce qu'on leur demande. Mais ils la voulaient pas. Donc si vous voulez, c'est ce que disait De Gaulle, la petite soupe sur le petit feu qu'on fait cuire. C'est exactement ça. Maintenant, la dissolution, si c'est pour retrouver une chambre ingouvernable, 3 blocs. C'est un autre vrai sujet. Après, la question qui se pose derrière, moi, il faut le dire, c'est un constat, c'est pas une position politique. Bien que je penserais que c'est pas la bonne chose, mais la question du maintien du chef de l'État à l'Élysée se posera s'il y a une nouvelle dissolution et qu'il y a un nouveau Premier ministre renversé. Mais ça, je suis bien d'accord, mais il y a une question qui se pose quand même sur ce budget. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission. On est le pays le plus taxé au monde. Le pays le plus taxé au monde. Donc, il y a des sources d'économie. Ça, c'est pas possible autrement. Ou alors, c'est qu'on est vraiment une exception française qui vise à être encore plus socialiste que l'ex-Union soviétique, d'accord? Je parle pas de la Corée du Nord pour pas être outrancier. Regardez,
Qu'est-ce qu'on dit? On dit, on va mettre une taxe sur les voitures d'occasion. On va taxer le bioéthanol. On va taxer le B100. Il n'y a pas une piste d'économie qui est envisagée. Moi, ce que j'attendrais, dans le pays le plus taxé au monde et avec un déficit et une dette exponentielle, c'est qu'on ait des gens qui aient le courage de regarder le dossier, de dire, bon, là, on peut gagner tant de milliards. Là, on peut gagner tant de milliards. Les agences d'État qui font doublon, triplon, quadruplon, ça coûte plus de 80 milliards. Et on n'arriverait pas à trouver 30 milliards comme ça, autrement qu'en augmentant les impôts. Mais on est chez les dingues. On est chez les dingues. Et le pire, c'est que certains disent, ah mais il faut d'autres impôts, il faut mettre une taxe sur les véhicules d'occasion, il faut mettre, alors le grand n'importe quoi qu'on nous a chanté comme une mélopée pendant des jours entiers à la télévision et à la radio sur la fameuse taxe Zuckman, qui est un grand n'importe quoi. On prend le problème complètement à l'envers. Il ne faut pas créer des impôts, il faut baisser les dépenses. Et une fois qu'on n'a pas compris ça, on peut quand même avancer. Éric Revel, rappelons qu'aussi la voiture est un objet de travail pour la plupart. Et quand je dis objet de travail, c'est celui qui vous emmène au bureau ou c'est celui qui vous permet d'avoir vos outils dans la voiture. Oui, il ne faut jamais l'oublier, notamment dans nos territoires. La plupart des gens ont 2 voitures, des couples, non pas pour se faire plaisir, mais parce qu'ils ont besoin d'avoir 2 voitures pour aller à leur job. Il y a des transports en commun qui sont pas très efficaces, donc il faut 2 bagnoles. Donc parfois, vous imaginez... il n'y en a pas du tout en province, il faut le rappeler aussi. Bien sûr. Donc vous imaginez la difficulté aujourd'hui. Les questions de pouvoir d'achat sont énormes dans ce pays. On a une crise sociale qui est latente. Tout ça, c'est quand même à mettre sur la table. Je vous avais promis d'être optimiste. Ah oui, c'est vrai. Donc je le suis. Mais si vous voulez, non, il y a quand même, mais il y a quand même des sujets qui s'accumulent. Ouais. Et qui, depuis 8 ans, suivez mon regard, n'ont fait que s'accumuler. Absolument. Aurélie Jouve, ce qui est important de dire, c'est que cette filière automobile des équipementiers, il y a des grands groupes, mais il en parlait tout à l'heure, il y a des très petites entreprises, il y a des petites et des moyennes entreprises qui aujourd'hui sont ou à l'intérieur d'un groupe, mais ou aussi ce qu'on appelle encore aujourd'hui des commerces de proximité. Hein. Oui, beaucoup. En fait, il y a une très très grande diversité dans la filière automobile et encore une fois, et toujours surtout sur cette filière de la distribution, des services et de l'après-vente automobile. Et donc sur Equipauto, c'est vrai qu'on accueille aussi bien de très grands équipementiers, de très grands groupes internationaux, mais de très petites entreprises. Et aussi d'ailleurs un salon, ça sert à ça, ça fait émerger parfois de belles petites pépites, on en découvre beaucoup. Et donc voilà. Et dans nos visiteurs, évidemment, on accueille aussi des acheteurs internationaux, mais aussi des garagistes, des distributeurs, des garagistes qui viennent en famille. Donc une très grande diversité à l'image de ce qu'est la filière automobile en France. Alors en 2017, Emmanuel Macron avait dit que c'était le quinquennat des femmes. Est-ce que cette filière se féminise? Ça commence à arriver. Hein. Alors on est en pleine journée de la mixité sur Equipauto. Et voilà. Et voilà, je dis pas ça. C'est pour ça qu'on est en parité sur le stand. Mesdames, de bonjour, bienvenue. Pour la première fois sur Equipauto, on a dédié, en tout cas, grâce à Wave, les ailes de l'auto, on a effectivement consacré une journée non pas aux femmes dans la filière automobile, mais bien à la mixité, puisque c'est bien le sujet qui est cette parité et cette mixité dans toutes les filières. Alors on est encore qu'à 30% de femmes dans la filière automobile. Mais ça grimpe. Mais ça grimpe. Il y en a de plus en plus. On en voit de plus en plus dans les allées. On en voit de plus en plus à la tête des entreprises ou dans les départements. Mais moi j'ai envie de dire aux femmes, osez en fait. Oui. Osez envoyer vos CV. Oui, tout à fait. Et l'écart des salaires se réduit un peu à compétences égales et à postes égales dans votre secteur? Alors là, Joker, parce que moi de toute façon, vous voyez, c'est pas le tout de mettre des femmes en place. Il faut bien les payer. Faut bien les payer. Le plus grand féministe qu'on ait jamais vu, Éric Revel. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Une directrice générale et une vice-présidente. On va parler de 2 très beaux groupes, Continental et Valeo. Absolument. Et ben voilà, c'est la fête des femmes dans un instant. Absolument. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup, Religieux. Et vous restez avec nous. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.